Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation encore une fois, Marianne. Merci d'être ici en si grand nombre aujourd'hui. Je vais vous parler rapidement de MOOC. Quel bilan ou quel défi pour les universités francophones? Je vais vous présenter une brève définition des MOOC. Qu'est-ce que c'est? Je vais vous parler des principaux acteurs, les américains, anglophones surtout. Je vais vous parler des acteurs de la francophonie. Vous allez voir, ça va tellement vite dans la francophonie ce qui se passe avec les MOOC, le nombre d'acteurs, le nombre de joueurs. On va parler un peu de pédagogie. Comment fait-on pour enseigner à des milliers d'étudiants? On va parler des politiques nationales. Vous allez voir, ça va être très court. Il y en a très peu. En réalité, il y en a une seule pour l'instant. Et peut-être pour vous poser des questions, pourquoi devriez-vous avoir un MOOC dans votre université ou non? Je vais terminer avec quelques nouvelles, mais comme je l'ai dit, les nouvelles, c'était de la nouvelle hier soir et peut-être que déjà ce matin, il y a autre chose qui est passé. Donc, les MOOC, c'est une grande tendance en éducation. C'est une des principales tendances en enseignement universitaire, voire la plus grande chose dont on parle. Et je vous dirais qu'aux États-Unis, la tendance était très marquée il y a un peu plus d'un an. On a quand même 33 millions d'apprenants en tout sur les MOOC sur Terre. Et certains ont parlé de grande révolution en pédagogie universitaire, la plus grande révolution pour certains. Et ce qui s'est passé, c'est que les grandes universités américaines se sont lancées dans la course aux MOOC. Toutes se sont lancées, un peu comme la ruée vers l'or, pour tenter de faire des MOOC, d'en faire plus. C'est ce qu'on retrouve actuellement, je vous dirais, en Europe, avec plusieurs initiatives. Une qui s'appelle FUN. Au Québec, ça a une connotation spéciale aussi. MOOC, ceux qui sont moins familiers avec le concept, c'est des Massive Open Online Courses. On a fait un acronyme français, cours libre, ouvert et massif. Moi, je mettrais plusieurs bémols sur libre, sur ouvert et tout ça, vous allez voir. Nos voisins de l'autre côté de l'Atlantique sont même allés de l'avant avec d'autres acronymes, les FLO, les formations ouvertes, en ligne ouvertes à tous aussi, très populaires. Donc, 33 millions d'étudiants, c'est majeur. Ce n'est pas quelque chose de modeste. Il faut être au courant de ça. C'est plus de 220 pays. Il y a eu des cours, il y en a plusieurs. On dénombre 19 cours à plus de 100 000 étudiants, dont un à plus de 300 000 étudiants dans un MOOC. Un MOOC, c'est quoi? C'est une forme de formation à distance. Ce qui est nouveau dans les MOOC, ce qui est différent, on dit que c'est gratuit. On dit que c'est gratuit. Et ce qui est intéressant et ce qui séduit quand même beaucoup de personnes, c'est l'attrait potentiel d'avoir une forme de reconnaissance. Une forme de reconnaissance, c'est quoi? C'est d'avoir plein d'euphémismes, pour ne pas mettre le mot diplôme. On parle de certificat d'accomplissement, on parle de certificat, on parle de reconnaissance. Plusieurs mots pour dire qu'on a eu un petit certificat de différentes universités. Les principaux acteurs dans le monde anglophone, je vous dirais qu'il y en a trois. Coursera, edX et Udacity. Trois qui se partagent la très, très grande partie du marché des MOOC. On en retrouve certains, il y a certains cours francophones, certaines universités francophones ont des cours sur les MOOC. Faire partie de l'équipe de ces grands joueurs-là, est-ce que c'est possible? Oui, mais il y a des coûts importants. Et il y en a qui vont dire, mais pourtant, ce sont des compagnies en éducation, Udacity, fondée à Stanford, qu'est-ce qui arrive? Allez voir sur leur site, je vous invite, vous allez voir. On vous dit que c'est une compagnie en éducation à profit. Donc oui, on met le mot éducation, mais voilà. Trois plus grands joueurs qui se partagent 95%, je vous dirais, presque des cours sur les MOOC actuellement. Il y a des acteurs francophones nouveaux. Il y a la France Université Numérique qui est sortie en janvier. En janvier, il y avait 8 cours. On en compte actuellement 40, un peu plus que 40 même. Donc, de 8 en janvier à presque 40 le 1er mai, ce qui est quand même intéressant. Plusieurs investissements, près de 12 millions d'euros, avec pour objectif que les universités, éventuellement, mettent 20% de leurs cours en ligne. Mais il y a eu beaucoup d'autres acteurs francophones. Emma, il y a eu Open Classroom, qui s'est retransformé récemment. Il y a même une nouvelle tendance, le monde du privé et les entreprises qui se lancent dans les MOOC. Neodemia, Solerny Orange et plusieurs autres.
Il y a des associations d'acteurs francophones et d'universités. Hein, il y a SIAGE qui parle de FLO, formation en ligne ouverte à tous, très intéressant aussi. Il y a des chaînes de télévision qui se lancent dans les MOOC. Hein, on veut présenter la connaissance à tout le monde. Il y a plusieurs portails aussi. Océan Flow, dont fait partie par exemple l'Université de Montréal. Hein. Il y a des annuaires de MOOC. Il y a MOOCtivity pour être au courant de ce qui se passe au niveau des MOOC. Puis il y a beaucoup de choses. Hein. Il faut être très patient pour tout lire ça chaque matin. Il y a MOOClist pour voir tous les nouveaux MOOC qui arrivent. Il y a des cours de magie. Vous voulez devenir Harry Potter, il y a un MOOC pour vous. On vous apprend comment faire des tours de magie, etc. Donc, MOOClist et plusieurs autres. Beaucoup d'autres initiatives européennes aussi qui sont en place. Au Québec, les pionniers au Québec, c'est HEC Montréal. Hein, mais il y a d'autres universités qui se sont lancées là-dedans. Les discours des recteurs de début d'année, on voit par exemple à l'Université Laval, on dit on mettra en place des MOOC, ça paraît bien, tout le monde est content, tout le monde applaudit à la fin. Si on regarde encore de l'autre côté de l'Atlantique, mais pas en France, la même chose, en Belgique, ça commence aussi. Hein? Les cours en ligne existent depuis longtemps en Belgique, mais là on parle, Marianne, son laboratoire, ça étudie le e-learning, donc ça existait avant, mais là on parle des MOOC. Comment enseigner à des milliers d'étudiants? Moi, je vous dirais, c'est pas juste pas simple, c'est impossible ou presque. Hein? Qu'est-ce qu'on fait? Bien, on a cette espèce d'idée, et les connectivistes ou les constructivistes ne m'aimeront peut-être pas après, que les étudiants vont s'auto-corriger, corriger les travaux des autres et s'aider entre eux, qu'on va apprendre comme par magie un peu dans tout ça. Hein? Et on parle de règles de collaboration, etc. Donc, on mise beaucoup sur l'idée d'apprendre par la collaboration dans les MOOC. Ben, moi, je vous dis que ça peut marcher si les étudiants collaborent. Moi, dans mon expérience, dans l'enseignement, les étudiants vont collaborer quand ils sont contraints souvent de collaborer. Je vais être gentil, sous la menace, ils collaborent, on enlève la menace, la collaboration disparaît. Dans les MOOC, ben, il y a eu plusieurs études qui ont été faites, et maintenant, comme on a des techniques de data mining, etc., ben, les études montrent quoi? Que les gens collaborent de moins en moins. Alors, d'un côté, on dit que, hein, on apprend en collaborant, mais quand on regarde les résultats, hein, et peu importe les études, hein, la participation diminue de façon impressionnante dans les MOOC. Peu importe. Hein, il y en a même qui vont les catégoriser par les participants actifs, non actifs, les observateurs, etc. Donc, la participation diminue, et donc on ne peut pas se fier uniquement sur cette idée d'apprendre par les autres. Ça ne marche pas, ou ça marche très peu. Comment fait-on pour évaluer les travaux? Écoutez, il ne faut pas se leurrer. Comment on fait pour évaluer les travaux de 300 000 personnes en même temps? Le cours Introduction to Computer Science, moi j'aime bien. On a l'impression de cliquer, d'écrire presque sur une vraie feuille, et il y a une voix qui te répond. Il y a même un visage qui te regarde en disant « Tu as bien répondu, Thierry ». Mais c'est tout informatisé, ce n'est pas vraiment quelqu'un qui me répond derrière, hein? À moins d'être très naïf. Hein? Et il y en a qui vont demander, et là il y a différents modèles, évidemment, il y en a qui font des MOOC à 25 étudiants, alors ils mettent un formateur, là, ben oui, il y a un formateur, donc il va vous répondre, mais ce n'est pas les modèles qu'on retrouve souvent. Quand on se trompe à qui? Est-ce qu'on a le droit à une explication? Dans la plupart des cas, il n'y a même pas d'explication. Est-ce que c'est possible de poser une question à son prof? Et moi, j'ai des étudiants à l'université qui m'ont dit, dans les MOOC, est-ce qu'on peut poser une question à un vrai prof? Hein? 300 000 étudiants. Il y a une étude que j'ai bien aimée, 83 profs, les pionniers dans les MOOC aux États-Unis. C'est quoi leur pédagogie? C'est un message par semaine. Et certains laissaient planer un doute sur si c'était eux qui le rédigeaient ou leur assistant. Hein, la pédagogie des MOOC, un mail par semaine. Waouh! Moi, je change. Hein, j'opte. Les politiques nationales des pays, ben, on va aller simplement. Il y a juste la France qui a une politique nationale. C'est la seule. Donc, plan numérique pour l'enseignement supérieur, la mise en place de la plateforme FON, près de 12 millions d'euros d'investissement. Ailleurs, c'est libre aux universités. Vous pouvez en faire ou ne pas en faire, c'est libre à vous. À vous de prendre le virage ou pas. Pourquoi les MOOC dans mon université? Pourquoi vous devriez en avoir ou ne pas en avoir? Hein? C'est quoi l'impact? Bien, écoutez, pour faire simple, le premier impact des MOOC, et il y a plusieurs façons de les évaluer. Hein? Il y en a qui regardent, oui, on a accès des fois à des meilleurs profs, oui, c'est gratuit des fois, et puis c'est gratuit pour l'instant, vous allez voir, il y a plusieurs bémols, oui, c'est flexible, oui, le contenu est de qualité, mais le premier impact des MOOC dans votre université, c'est un impact marketing. Votre université est plus visible. Écoutez,
tous les recteurs qui disent on va faire un MOOC dans notre université, ils sont tous applaudis. On en parle dans les journaux, on en parle partout. C'est populaire, c'est bien. Hein, le côté marketing, hein, et quand on est abonné à un MOOC en plus, le côté marketing est très très fort. Je suis plusieurs cours sur edX. À Noël, on m'envoie des vœux de bonne année. On me dit « Quelles sont tes résolutions MOOC, Thierry, pour 2014 ?» Moi, j'étais surpris. J'ai trouvé ça mignon. Hein? Il y a un côté philanthropique. Ben oui, c'est vrai. Hein, le côté philanthropique, hein, où est-ce qu'on voit des histoires, des fois, d'enfants d'Oulan-Bator en Mongolie, par exemple, qui ont des bourses, qui viennent au MIT. Puis, pour prendre une analogie en sport, ben, c'est comme prendre les joueurs les meilleurs joueurs d'un autre pays, puis leur dire, on vous aide, on va aller chercher vos meilleurs joueurs, ils vont venir jouer chez nous après. Je ne suis pas convaincu que ça les aide réellement. Ça permet de recruter plus d'étudiants. Il y a beaucoup d'histoires là-dessus. Je mets beaucoup d'images du diplôme qu'on a à l'Université d'Alberta. Ils ont un diplôme en paléontologie des dinosaures. Il y a des dinosaures au Canada, en Alberta. Il y a l'Edmontosaurus, il y en a plusieurs autres. Ils avaient très peu d'étudiants. Ils ont fait un MOOC là-dessus. Ils ont quadruplé leur clientèle sur place. Donc, ils s'en sont servis pour rendre plus populaire un programme, pour recruter des étudiants. D'autres universités, Harvard, MIT, Stanford, les grandes universités, s'en servent pour recruter les meilleurs étudiants. Évidemment, il y a une offre de bourse qui vient avec ça. Celui d'Oulan-Bator, il avait eu tout bien partout. Ils ont fait un Skype avec lui pour voir s'il était vrai. Il était vrai. Ils nous donnent des bourses, tu viens chez nous. Il dit, ben oui, et voilà. Donc, une offre de bourse, on va recruter les meilleurs. C'est intéressant, par contre, pour tester des méthodes pédagogiques. Imaginez-vous, hein, vous êtes tous chercheurs dans le domaine des technologies en éducation. On veut tester une méthode et là, il faut avoir un groupe d'étudiants. Ils sont 30, 35, 40, des fois 100. Avec un MOOC, tu en as 300 000. Alors, même s'il y a juste 5% qui participent avec 300 000, hein, c'est intéressant le testing. On peut tester la popularité de nouveaux cursus. Aux États-Unis, ils servent beaucoup de ça. Est-ce que ce cursus-là pourrait être intéressant? On n'est pas convaincu, hein? On fait un MOOC. Il y en a qui le font pour permettre aux gens de développer des compétences. Hein. On a des MOOC maintenant sur comment apprendre à faire ses impôts, la magie. Il y a des MOOC sur tout maintenant. C'est impressionnant. Les MOOC ont comme impact aussi de populariser ou de rendre plus populaires les formations à distance. Il y a aussi ce mythe sur la démocratisation de l'enseignement universitaire. Hein. Puis ça, c'est un grand fantasme. Tout le monde a accès à Harvard, tout le monde a accès à Stanford avec les MOOC. Et ça, c'est quand même intéressant. Mais ce n'est pas un rêve nouveau, je vous dirais, c'est le rêve un peu des encyclopédistes. Vous savez, c'est quoi l'encyclopédie, le rêve des Diderot et les autres? Hein, l'idée, c'était de faire un ouvrage qui va servir à l'instruction des autres. Hein? Et si on veut pousser un peu plus loin même, ces motivations, je dirais, altruistes, qu'on retrouvait chez Pierre Larousse aussi, hein, qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait organiser la connaissance aussi, pour enrichir l'esprit humain. Mais ce qui était particulièrement intéressant chez Pierre Larousse, c'est que lui, il voulait qu'on instruire tout le monde sur toutes les choses. Évidemment, il y avait l'idée d'ordre alphabétique à travers tout ça. Il fallait que les connaissances soient organisées. Les MOOC, ça pose énormément de problèmes de diplôme, parce que de plus en plus d'universités, edX a commencé, d'autres ont su. edX, comme acteur des MOOC, a commencé. Ils ont dit, avec plusieurs MOOC, tu peux avoir des vrais crédits universitaires. Mais là, c'est un peu compliqué parce qu'il y a des étudiants avec la mobilité qui vont dans une autre université qui disent « Bon, j'ai fait 3 MOOC, qui m'a donné un crédit, est-ce que ça équivaut à ça chez... » Et donc, ça devient compliqué. Et ça devient tellement compliqué qu'il y a même certains acteurs des MOOC, vous allez le voir dans quelques instants, ils vont faire payer maintenant pour qu'on puisse vérifier votre identité. Donc, la gratuité des MOOC, pour certains acteurs, tire à sa fin. C'est intéressant, moi, je pense, de façon générale, parce qu'il y a énormément de gens qui n'auraient jamais suivi de formation à distance et qui en font maintenant grâce au MOOC. Il y en a même, il y a plusieurs personnes, il y a des gens d'ici qui sont venus de la République démocratique du Congo, d'autres de Côte d'Ivoire qui sont ici aujourd'hui, que je remercie d'avoir fait le déplacement. Mais j'ai un collègue de Côte d'Ivoire qui, lui, a pu améliorer sa situation professionnelle. Pourquoi? Parce qu'il avait suivi un MOOC et, à compétences égales, on lui a donné le poste à lui. Il y a beaucoup d'histoires comme ça, que ce soit ailleurs en Afrique ou même en Amérique du Nord, où des gens ont pu améliorer leur situation professionnelle. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Je ne vous dis pas que ça s'est essoufflé en pédagogie universitaire, c'est encore omniprésent. Mais de plus en plus, on change de public, on s'en va vers les entreprises. Hein? Ce qu'il y a de nouveau aussi, c'est que très bientôt, on parle d'une question de semaine, MOOC.org permettra aux universités moins fortunées de diffuser leur contenu.
Il y a OpenEDX aussi qui s'est ouvert pour permettre finalement à tout le monde. La question des diplômes pose beaucoup de problèmes. Et donc, à partir du 16 mai, dans 2 semaines, Udacity va arrêter d'offrir des MOOC gratuits aux personnes dont on ne peut vérifier absolument l'identité. Ils vont arrêter dans 2 semaines. Donc, ce n'est pas encore en place, ça le sera bientôt. Ce qui est intéressant aussi quand on voit l'idée des MOOC au début, hein, l'éducation libre, ouverte à tous, pour tout le monde, les défavorisés, etc. Une étude sur les MOOC publiée en Nature, c'est très rare. À la revue Nature, en général, on ne publie pas beaucoup de choses sur les formations à distance. Ils ont fait une étude auprès de 35 000 étudiants de Coursera, de 200 pays, pour voir un peu le profil des participants, pour voir leur motivation. Et ils se sont rendus compte rapidement que les MOOC n'atteignent pas du tout les populations promises. Hein, même chez les participants, par exemple, de l'Afrique, ce sont les plus fortunés qui participent aux MOOC et non pas les moins fortunés. Hein? La moitié ont déjà un diplôme universitaire, etc. Ce qui est intéressant avec les MOOC aussi, les taux de succès se mesurent en participation initiale. Est-ce que vous voyez quand on voit un MOOC annoncé, nous, dans notre MOOC, on a 1,45% de taux de diplomation. Jamais. On vous dit, dans un MOOC, hein, combien on dit? On a 12 000 inscrits. Voilà ce qu'on vous dit. 15 000 inscrits, 5 000 inscrits. Est-ce qu'on vous dit combien ont réussi à l'examen final? Rarement. Hein? Certaines le disent. Moi, ce que j'aime beaucoup quand même, Harvard et MIT, eux, ils ont rendu tous leurs chiffres publics dans un rapport tout au complet. D'autres universités aussi les rendent publics. Hein? Eux, ils ont dit un taux d'abandon de plus de 56% après 2 semaines, on arrête. On n'est pas intéressé. Je reviens à Harvard. Ils ont rendu tous leurs chiffres publics, 841 000 étudiants en 17 cours. Vous pouvez faire la moyenne d'étudiants inscrits par cours, c'est immense. Et donc, ce qui a été diffusé au début dans les journaux, c'est passé dans le New York Times, c'est passé partout. Combien parmi les étudiants inscrits se sont seulement inscrits? Le tiers. Le tiers. Hein? Ils ne sont jamais rentrés sur la plateforme, ils se sont inscrits. Statistique encore beaucoup plus intéressante, 9% des étudiants inscrits, 9% ont cliqué sur du contenu passé la moitié du cours. Ont cliqué. Est-ce qu'ils l'ont vu, lu, appris? Mais ils ont cliqué. Imaginez-vous tout l'argent dépensé des fois pour faire des MOOC, quand on a 9% qui vont cliquer sur le contenu passé la moitié. Là, il y en a des mauvaises langues qui vont dire « leur cours était peut-être pas bon ». Peut-être. On parle d'Harvard, MIT quand même. Alors je me dis, si Harvard, MIT, ils ont moins de 9% des étudiants qui cliquent sur du contenu passé la moitié du cours, pourquoi vous, dans votre université, vous auriez plus que ça? Mais il faut se poser la question, je pense, avant. Malgré ça, est-ce qu'il faut aller de l'avant? Ben moi, je vous dirais que oui. Moi, je pense qu'il n'y a pas le choix. Je pense qu'il faut aller de l'avant. C'est nouveau, c'est intéressant, c'est une mode. Ça rend plus populaire les formations à distance. Ça permet de tester des formules d'évaluation en ligne, des méthodes pédagogiques, des contenus de cours. Mais je vous dirais qu'il faut aller de l'avant de façon réfléchie. Je vous dirais, comme disait Condorcet, qu'il faut conserver par la sagesse qu'on a acquis par l'enthousiasme. Alors l'enthousiasme avec les MOOC, il était omniprésent, et il l'est encore en France, il est encore dans beaucoup d'autres endroits. L'Université de Montréal, on annonce aussi la création de 5 MOOC d'ici l'automne prochain, etc. Mais il faut y aller de façon réfléchie. Moi, ce que je vous dirais, après avoir lu, et j'ai une équipe qui a travaillé avec moi aussi pour m'aider, moi je pense qu'une erreur majeure qu'on fait avec les MOOC, on dit qu'on innove, on dit qu'on veut changer les choses, on dit qu'on veut faire les choses différemment, mais on n'a pas voulu toucher aux 15 semaines de cours universitaires, comme si c'était quelque chose de sacré. 13 ou 15 semaines. Pourquoi? Qui a mis ce règlement de 15 semaines? Quand on regarde les études qui montent, et elles sont nombreuses, hein, et on parle de data mining avec des centaines de milliers d'étudiants, quand on regarde la participation qui chute comme ça, est-on vraiment intéressé à investir autant? Peut-être que si on coupait en deux ici, la durée par exemple, ou même des MOOC beaucoup plus courts,
peut-être que les investissements dans un contexte, je ne sais pas comment sont vos universités, mais la mienne, on parle toujours de déficit, de problèmes de financement, etc. Hein, peut-être à ce moment-là que les investissements seront beaucoup, beaucoup plus rentabilisés. Mais moi, je ne comprends pas pourquoi j'investirais ici, dans la partie du bas, quand je vois que 81% des étudiants ne cliqueront même pas sur le contenu que j'aurai développé. Et pourtant, ce contenu, ça coûte cher à développer. Alors, si on veut rentabiliser, et en même temps, je vous dirais que peut-être que si les étudiants ils sentent que l'obtention du certificat ou autre est proche, peut-être qu'ils seront tentés de poursuivre. Peut-être qu'en raccourcissant les MOOC, hein, on arrivera éventuellement à rentabiliser. Donc, avant, oui, aller de l'avant, selon moi, c'est important, mais pourquoi investir tant quand il y a moins de 10% des étudiants? Moi, je pense qu'il faut quand même y réfléchir. Donc, l'enthousiasme était là, allons-y maintenant de façon peut-être plus réfléchie. De ce que j'ai pu lire, de ce que j'ai pu voir, le problème des MOOC, il y a beaucoup d'avantages, on en parle avec grand enthousiasme. Pour moi, c'est trop long. L'idée du 13 ou 15 semaines, je ne sais pas qui a mis ce règlement sur les MOOC en place, mais moi, je pense qu'il faut innover et faire des MOOC plus courts. Pas besoin de faire un nouvel acronyme pour dire un MOOC court, etc., juste des MOOC plus courts. Un FLO-C, un MOOC court, peu importe, mais je pense que la formule pédagogique aussi doit être repensée. Vous savez, les MOOC sont beaucoup caractérisés par ces espèces de PowerPoint où on voit la vidéo du prof en tout petit. Il y a des études récentes qui sont sorties finalement sur les types de vidéos qui sont plus intéressantes pour les apprenants. Et je peux vous dire tout de suite que ce n'est pas les petites vidéos qui apparaissent dans l'écran en bas à droite où on voit le prof qui nous parle. Non, ce n'est pas ceux-là. Alors la formule pédagogique pourrait être pensée aussi. Et évidemment aussi, il faudrait plus de recherche sur les MOOC. On va avoir peut-être 1 minute pour des questions. Je vais vous inviter pour le café Les Viennoiseries. C'est dans le salon des exposants. On a fait ça exprès pour vous obliger, vous contraindre à y aller. Je vous remercie beaucoup. Bon colloque, bon congrès. Alors, 1 ou 2 questions et ensuite de ça, je vous invite pour la pause de café Les Viennoiseries. Oui, parlez fort.